Bonjour. Donc en effet, merci d'être là, merci de nous accueillir à Cargèse. La photo que vous voyez ici, c'est une photo de chez moi, de la côte nord de la Bretagne, prise en fin d'été. C'est pas du tout un des étés le pire d'ailleurs, mais vous voyez ces algues vertes là qui sont déposées sur la plage à marée basse. C'est à Saint-Michel-en-Grève, hein, pour ceux qui connaissent. Et donc, en effet, en Bretagne, on a des gros problèmes de pollution de développement d'algues vertes sur les plages. Et ces développements d'algues vertes sont liés à la pollution de l'eau par les nitrates, qui sont des engrais agricoles. Cette pollution par les nitrates et ces développements d'algues vertes, c'est pas quelque chose d'uniquement breton, hein, ça se passe dans plein d'endroits dans le monde. Voilà, donc je vais vous parler de ça entre autres, mais pas seulement. Là, c'est le côté pollution. Et ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est de comprendre comment les nitrates sont transportés depuis les champs, où ils sont épandus, jusqu'à la mer. Et justement, ce transport implique différents compartiments. C'est ce qu'a évoqué Camille tout de suite. Les compartiments qu'on a le plus en tête, comme les rivières évidemment, mais aussi les nappes phréatiques, l'eau souterraine. Et c'est ce passage par les nappes phréatiques qui induit un héritage de la pollution. Donc voilà, globalement. Le cycle de l'eau, très, très basique. Hein, vous voyez qu'il y a des flèches partout. Et en effet, là, le but, ça ne va pas être de décortiquer chaque flèche, mais juste d'avoir en tête que c'est quelque chose de complexe qui induit, encore une fois, différents compartiments. Alors, ce qu'on appelle des compartiments, c'est des lieux où passe l'eau. Donc, typiquement, un lac, une rivière, une nappe phréatique, un glacier, l'océan, l'atmosphère, puisqu'il y a de l'eau dans l'atmosphère. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les compartiments du cycle de l'eau, les compartiments du cycle hydrologique. Et donc, il y en a beaucoup. Et ces compartiments échangent les uns avec les autres, un peu dans tous les sens. C'est ça qui fait des flèches partout. Alors, si on simplifie un peu les choses et qu'on regarde ce qui nous intéresse le plus dans cette école d'été, et en l'occurrence pour la pollution de l'eau par les nitrates, donc on a de la pluie qui tombe sur les champs, et une partie de cette pluie ruisselle vers les cours d'eau, soit sur le sol, soit dans les premiers horizons de sol. Mais en fait, la plus grande partie de la pluie s'infiltre dans le sol, et même plus profondément que le sol, elle s'infiltre après dans la roche qui est sous le sol. Ça, vous le voyez bien, quand il pleut, évidemment le sol est humide, mais on ne voit pas des trombes d'eau qui dégringolent en général sur le sol. La plus grande partie de l'eau s'infiltre dans le sol et après va dans la roche. Et donc, elle peut aller à différentes profondeurs dans la roche. Il y a une diversité d'écoulements souterrains, et c'est ça qui forme ce qu'on appelle les nappes phréatiques, l'eau souterraine. Et cette eau qui va dans la roche, ensuite, elle finit un jour ou l'autre par ressortir en surface, donc dans les cours d'eau, ou alors directement à l'océan. Là, ce que j'ai représenté, c'est de l'eau souterraine qui finit par revenir dans les cours d'eau. Et ça aussi, en fait, c'est quelque chose que vous voyez, qu'on voit tous très bien, indirectement, que l'eau souterraine alimente les cours d'eau, vient ressortir dans les cours d'eau, tout simplement parce que quand on se balade en été et qu'il n'a pas plu depuis plusieurs semaines, il y a toujours de l'eau dans les ruisseaux. Alors, il y a certains ruisseaux qui s'assèchent, mais quand même, il y a beaucoup de cours d'eau où il y a toujours de l'eau, même quand il vient pas de pleuvoir, quand il n'a pas plu depuis quelques semaines. Cette eau-là, en fait, elle vient du milieu souterrain. C'est les nappes phréatiques qui alimentent le cours d'eau et qui permettent au cours d'eau de continuer à couler, même s'il ne vient pas de pleuvoir. Alors, juste pour préciser un petit peu les choses, quand on parle d'eau souterraine, on peut avoir en tête ces images qui sont magnifiques, hein, de lacs souterrains, de rivières souterraines. Alors ça existe dans les karstes, mais c'est pas le cas le plus général. D'accord, c'est assez minoritaire. Les karstes, c'est à peu près 20% des aquifères qui sont karstiques. Mais donc ces rivières souterraines, là, des grands trucs comme ça, c'est rare en fait. C'est quelque chose de rare. Donc en général, une nappe phréatique, c'est pas ça. En général, c'est pas ça non plus. Mais là, ce que je veux vous montrer, c'est le type de roche. Donc c'est des photos que j'ai prises ici, hein, vous le voyez. Vous voyez là, dans ces granites de Cargèse, vous avez des fractures. Oui. Et donc, vous imaginez qu'il y a à peu près la même chose
en souterrain, ça c'est ce qu'on voit à la surface, mais la roche elle continue dans le milieu souterrain, et donc elle est fracturée aussi, peut-être pas autant, mais elle est fracturée aussi dans le milieu souterrain, et c'est là-dedans que l'eau peut circuler. Oui, c'est ce qu'on appelle un aquifère fracturé. Donc l'eau peut circuler dans les fractures. Vous voyez bien qu'on est assez loin de la rivière souterraine sur laquelle on peut faire du kayak. Oui. Et donc le fait que l'eau circule dans des fractures et non pas dans des grandes rivières souterraines, ça fait que nécessairement ça prend du temps, cette circulation. Vous imaginez bien qu'il faut que l'eau se fraie son chemin dans des fractures. Alors certaines sont un peu larges, mais d'autres sont très fines. Et donc l'eau se fraie son chemin. Et donc tout ça, ça prend du temps. Alors voilà, c'est juste pour vous montrer ce que je viens de vous... Les photos là, donc, de Cargès, vous voyez, c'est la carte géologique de la Corse, simplifiée. Donc vous voyez que ces roches de ce type-là, de granit, c'est toute la masse rouge qu'on voit là, donc c'est quand même la majorité de la Corse. Ici, vous avez ce qu'on appelle la Corse alpine, mais où finalement vous avez aussi pas mal de roches fracturées, où l'eau va finalement circuler dans certaines fractures. Et puis vous avez quand même en jaune des formations sédimentaires, là, la couverture sédimentaire, ici, et puis un petit peu vers Bonifacio, en fait, qui repose sur une cuvette de granit. Donc vous avez le granit, mais ça fait une petite cuvette, et vous avez une formation sédimentaire là par-dessus. Et donc, dans ces formations sédimentaires, la circulation de l'eau peut être encore... Voilà, Bonifacio, vous connaissez beaucoup mieux que moi. La circulation peut être encore un peu différente. Donc tout à l'heure, je vous ai montré des fractures dans le granit. Mais là, vous imaginez le calcaire, où c'est pareil, dans des grès, typiquement, où vous avez plein de petits grains. C'est une roche qui a plein de petits grains. Et donc là, l'eau peut carrément aller se faufiler entre les petits grains de la roche, dans les pores entre les grains. Donc vous imaginez que ça prend aussi énormément de temps. Bon, après, ces roches-là, ces calcaires peuvent aussi eux-mêmes avoir des fractures et permettre à l'eau de circuler dans les fractures. Tout ce que je veux vous dire, c'est que l'eau souterraine doit se frayer un chemin comme elle peut dans les roches, et donc ça prend du temps. Alors justement, comment est-ce qu'on peut donner un âge à l'eau? Pour l'instant, je vous dis vaguement, ça prend du temps de circuler dans la roche, mais comment est-ce qu'on peut dire combien de temps ça prend? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, l'âge de l'eau? Qu'est-ce qu'on entend, nous, par l'âge de l'eau? C'est tout simplement le temps entre, en gros, le moment où il a plu, le moment où l'eau s'est infiltrée, et puis le moment où on mesure l'eau. Alors ça peut être le moment où on récupère l'eau dans le puits, où on puise l'eau, ou ça peut être le moment où l'eau ressort dans le ruisseau, si on regarde l'âge de l'eau dans le ruisseau. Donc entre la pluie, l'infiltration, et puis le moment où on regarde. Alors une des méthodes qu'on utilise beaucoup à Rennes, dans mon laboratoire de recherche, c'est une méthode de datation parmi d'autres, c'est d'utiliser les CFC, chlorofluorocarbone, qui sont des gaz qui ont été utilisés par les humains. C'est des gaz émis par l'atmosphère par les activités humaines, qui ont été utilisés dans les aérosols et dans les frigos. Donc comme on a utilisé ces gaz-là, ils ont été émis dans l'atmosphère, et donc on dispose d'une courbe, c'est ce que vous avez là, une courbe d'évolution des concentrations en CFC dans l'atmosphère au cours du temps. Vous voyez, de 1975 à... en fait, on continue à faire la courbe sans arrêt. Enfin, c'est pas nous qui la faisons, mais ça, c'est mesuré, c'est quelque chose qu'on sait. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prélève de l'eau dans des puits, par exemple, et ensuite, on va mesurer la concentration en CFC dans cette eau qu'on a prélevée dans un puits. Et puis ensuite, tout simplement, on convertit cette concentration dans l'eau en concentration équivalente dans l'air, et puis tout simplement, on vient lire la concentration mesurée dans l'eau, on vient la reporter sur cette courbe d'évolution de la concentration des CFC au cours du temps, et ainsi, on lit l'année d'infiltration de l'eau. Vous voyez le système. Donc c'est finalement assez simple. Alors, le chiffre qu'on obtient, il faut bien avoir en tête que c'est ce qu'on appelle une année moyenne ou un âge moyen, parce qu'en réalité, dans un puits, encore plus dans un ruisseau, mais déjà dans un puits, vous avez un mélange d'eau. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai fait 2 flèches sur mon dessin. En réalité, c'est toute une multitude de flèches, donc vous avez de l'eau plus jeune, de l'eau plus ancienne, qui va avoir eu un trajet plus long. Donc là, ce qu'on obtient, c'est un âge apparent, un âge moyen. Voilà. Mais ça nous donne quand même une idée de globalement ce que l'eau a plutôt 10 ans ou plutôt 50 ans.
Alors, ce que vous voyez sur cette courbe, là, évidemment, j'ai pris un exemple qui fonctionne bien, mais, et c'est très bien, les CFC, l'utilisation des CFC a été interdite, parce que ça détruisait la couche d'ozone. Et donc, pour nous, enfin, on le regrette pas du tout, hein, on la regrette pas cette interdiction, mais il se trouve que la courbe de concentration des CFC dans l'atmosphère est du coup en train de diminuer, ce qui est très bien, encore une fois. Mais pour les datations, ça nous embête un petit peu. Parce que si vous voulez, si on a ce 500 là, on lit où? Oui, il y a un doute, tout à fait. Donc en fait, toute cette période-là, c'est quand même un petit peu douteux. Donc pour ça, alors il y a quelquefois quand on a vraiment le choix entre deux côtés, on a des modèles, quand même, on comprend un petit peu comment l'eau circule dans le compartiment souterrain, on a d'autres indices, et du coup on peut avoir une idée de si l'eau a plutôt 40 ans ou plutôt 5. On a d'autres indices, on croise les indices, on croise les traceurs. Mais en effet, ça pose problème. Alors, un autre traceur qu'on utilise aussi en complément, c'est le SF6. Donc, pareil, gaz produit par les humains. Cette fois-ci, c'est un gaz isolant électrique. Je ne sais pas exactement comment on s'en sert, mais voilà, c'est un isolant électrique. Et donc là, ça fait que d'augmenter dans l'atmosphère. Et donc, ça nous donne aussi une indication pour les eaux un peu plus récentes. Ça peut nous permettre d'avoir l'âge. On a aussi d'autres types de traceurs. Ce que je veux vous montrer là, c'est qu'en fait, le principe en général de chaque traceur est assez simple, mais il y a toujours des limites. Quasiment toujours. Là, le SF6, une des limites, c'est que ça peut être produit par les roches. Donc des fois, on a une grosse contamination. Alors ça, on le voit tout de suite. On voit tout de suite que c'est contaminé, mais n'empêche que voilà, on ne peut pas utiliser le SF6 à cet endroit-là. Donc il y a toujours des limites à tous les traceurs qu'on a, et donc c'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs traceurs, de plusieurs indices, pour pouvoir comprendre ce qui se passe de manière générale. Alors voilà pour la méthode. Maintenant, je vous propose un exemple sur un exemple de datation dans l'aquifère de Bonifacio. Donc c'est des choses qui ont été faites par différents collègues, dont des collègues de Rennes et des collègues de l'Université de Corse qui ont mené l'étude. Et donc c'est la petite zone dont je vous parlais tout à l'heure avec ces roches sédimentaires, ces calcaires là qui sont sur une cuvette de granit. Voilà, c'est ces formations sédimentaires là. Donc voilà, ça c'est la carte vraiment de où ils ont fait l'étude avec Bonifacio ici. Et vous voyez que les points, il y a des points verts et des points rouges qui sont les puits. Là, c'est vraiment une étude dans des puits, donc ils sont allés prélever de l'eau souterraine directement dans les puits. Et pourquoi il y a des points verts et des points rouges? C'est parce que cet aquifère a la particularité d'être un peu en deux parties superposées. Donc il y a un aquifère supérieur et puis un aquifère inférieur. Et entre les deux, une couche de roche où l'eau ne circule pas, en gros. Donc on a une séparation entre un aquifère supérieur et un aquifère inférieur. C'est à ça que correspondaient les couleurs de points tout à l'heure. Donc ils sont allés puiser dans les deux. Ces collègues-là ont daté l'eau avec la méthode que je vous montrais tout à l'heure de CFC. Et voilà ce à quoi ils arrivent, donc en combinant, il y a aussi différentes molécules de CFC qu'on peut combiner, donc en combinant les traceurs, ils arrivent à ces âges-là en années. Donc voilà, je vous mets ça sur la carte. L'idée, c'est de vous montrer un ordre d'idées des âges de l'eau. Voilà, sous Bonifacio, donc je ne me suis pas arrêtée sur la profondeur des puits, c'est de quelques dizaines de mètres à 150 mètres. Donc voilà l'ordre de grandeur. Vous avez des âges assez jeunes, à 9 ans. Dans l'aquifère supérieur, on s'arrête à 52 ans. Et puis, les couleurs, donc le vert, c'est l'aquifère supérieur. Donc ça va de 9 à 52 ans. Et puis dans l'aquifère inférieur, on a des âges qui vont de 36, 40 à 60 ans. Donc des âges qui ont tendance à être un peu plus anciens dans l'aquifère inférieur, ce qui est assez logique, hein, parce que l'eau met en général plus de temps à aller plus profond. Mais vous voyez que ça reste globalement le même ordre de grandeur d'âge. Donc voilà un exemple de datation d'eau. Donc c'est assez amusant, hein, ce que ça veut dire. C'est que quand on puise de l'eau dans ces puits-là, on arrive à de l'eau qui a plu il y a une cinquantaine d'années ou une trentaine d'années. Donc une autre génération, voire 2 générations plus tôt, quoi.
Voilà, juste pour comparer, enfin vous donner un peu un autre exemple, et puis de choses que je fais chez moi. Donc datation d'eau souterraine en Bretagne, donc dans le nord de la Bretagne, petit bassin versant un peu similaire en taille. Oui, c'est un endroit où j'aime bien travailler parce que depuis ce bassin versant, on a une vue sur le Mont Saint-Michel. Là. Bon, il est un peu loin, mais on le voit quand même. Et voilà, pour vous dire, globalement, en Bretagne, on est sur le même type de roche que ce qu'on a à Cargèse. Hein. Là, la carte géologique de la France, vous voyez, c'est les mêmes genres de rouge, là. C'est des granites et assimilés. Et vous voyez que les roches ressemblent pas mal. Ça, c'est pas mon bassin versant, ça, c'est chez moi. Enfin, quand je dis mon bassin versant, c'est le bassin versant que j'étudie. C'est pas là où j'habite. Et donc voilà, donc là on a des puits de 28 à 98 mètres de profondeur. Pareil, on a fait des datations avec des CFC. Et vous voyez qu'on obtient des âges qui sont finalement assez similaires à ceux qu'on a dans l'aquifère de Bonifacio. Alors, que ce soit clair, ça ne veut pas dire que les âges c'est partout ça. En fait, dans ces deux cas-là, on a des âges relativement similaires, avec des profondeurs assez similaires, mais ça peut tout à fait varier. Une chose qui est intéressante, et c'est aussi pour ça que je voulais vous montrer l'exemple breton, c'est que dans ce bassin versant-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi mesuré les âges dans les ruisseaux. C'est des petits ruisseaux, hein, c'est des trucs qui sont larges comme ça, en gros, qui coulent toute l'année. Et là, il y a une petite subtilité, c'est que les CFC, je vous ai dit, c'est des gaz. Donc si on mesure ça dans les ruisseaux, ça pose aussi un peu problème parce que les gaz, ils échangent avec l'atmosphère. Donc, pour dater dans les ruisseaux, on a utilisé autre chose, on a utilisé la silice dissoute. Alors là, c'est une toute autre logique, mais pareil, c'est assez simple. C'est que la silice, c'est quelque chose qui est contenu dans les roches, comme le granit. Vous connaissez peut-être le quartz. Oui, ça, c'est de la silice, en fait. SiO2, c'est de la silice. Et donc, quand l'eau circule dans les fractures du granit, elle va se charger petit à petit, en fait elle va dissoudre un petit peu les minéraux de la roche. Il ne faut pas imaginer que tous dissous, mais petit à petit elle se charge en éléments contenus dans la roche. Oui. Et donc plus l'eau coule longtemps dans la roche, plus l'eau reste longtemps dans la nappe phréatique et plus elle va se charger, plus elle va devenir concentrée en silice dissoute. Donc vous voyez, autre logique. Et donc c'est ce traceur-là qu'on a utilisé pour l'eau des ruisseaux. Et ce qui est assez intéressant, selon moi, hein, c'est que finalement, on obtient des âges qui sont assez similaires aussi, en ordre de grandeur. Alors vous voyez, géographiquement, on ne peut pas les relier comme ça, c'est pas du tout aussi simple que ça, parce que les écoulements souterrains sont pas des choses complètement simples, en fait, puis ces âges-là dépendent beaucoup de la profondeur du puits. Mais globalement, on a en ruisseau des âges qui sont de 20 à 50 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même pas négligeable, à mon avis, comme âge. Une chose qui est importante, j'ai noté un ruisseau en fin d'été. C'est parce que donc on fait toujours nos mesures en fin d'été quand on veut chercher l'âge de l'eau souterraine qui se déverse dans les ruisseaux, parce que c'est à ce moment-là que c'est surtout de l'eau souterraine dans les ruisseaux. C'est sûr que si j'y vais en novembre, quand il se met à pleuvoir des cordes en Bretagne, là, je trouve des âges qui sont, cela dit, qui ne sont pas nuls. Hein, il continue à y avoir de l'eau souterraine qui se décharge dans les ruisseaux, mais j'ai des âges qui sont quand même nettement plus bas en moyenne, parce que j'ai une grosse dilution par de l'eau qui peut un peu d'eau de pluie. Cela dit, faut pas non plus imaginer qu'en hiver, on n'a que de l'eau de pluie dans les cours d'eau. On a aussi cet effet que l'eau de pluie va pousser à de la résurgence d'eau souterraine. Dans ces bassins versants de Bretagne, là, on a un collègue qui a estimé qu'en moyenne annuelle, on a 70 à 80% de l'eau dans le cours d'eau qui vient de la nappe phréatique. Donc en fait, 70 à 80% de l'eau de surface, c'est de l'eau souterraine. Enfin, voilà. Et évidemment, cette proportion, elle atteint les 100% en été s'il n'a pas plu depuis 3 semaines, et elle peut tomber à 30% si on a eu des grosses pluies en novembre. Voilà. Alors,
Donc là, je vous ai montré un peu cette partie héritage, âge. Et maintenant, finalement, quel intérêt a ça? Alors, il y en a plusieurs. Hein. Le premier intérêt, c'est déjà de comprendre comment l'eau circule en soi, de voir au niveau de la durabilité des ressources, etc. Mais moi, ce que j'étudie, c'est l'impact de ça sur la qualité de l'eau, finalement. Et donc, c'est la photo du début, ces algues vertes, ça fait un peu, on dirait des champs quoi, sur la plage. Et puis, comme on a finalement admis les autorités ont finalement admis qu'en effet, ça pose problème d'avoir ces algues vertes qui se décomposent sur les plages, qui émettent un gaz toxique, etc., que ce n'est pas juste une mauvaise odeur un peu désagréable. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on ramasse les algues vertes, donc il y a des tracteurs qui viennent sans arrêt, qui viennent sur cette grande plage là, et puis ils poussent toutes les algues, ils font un grand tas pour qu'elles se dessèchent, etc. Voilà, donc comme je vous le disais, ces algues vertes se développent parce qu'arrivent à l'océan des nitrates. Les nitrates, alors nitrate, azote, je ne sais pas si vous avez déjà entendu les deux termes. Nitrate, c'est l'ion, nitrate, c'est un atome d'azote et puis 3 atomes d'oxygène, NO3-. Et donc c'est l'azote qui est important finalement dans les nitrates, donc des fois on dit un petit peu l'un pour l'autre. C'est pour ça que là typiquement j'ai écrit N ici, parce que en effet l'azote vient des engrais. Donc il y a 2 types d'engrais. Hein. Les engrais organiques, c'est principalement en Bretagne le lisier de cochon. Donc on a beaucoup d'élevage intensif, d'élevage hors sol de cochons, ça produit des excréments et donc après on épand ces excréments sur les champs. Et puis il y a une autre source qui sont les engrais chimiques qui eux sont produits dans les usines à partir de l'azote atmosphérique en fait et qui sont volontairement ajoutés. Pourquoi est-ce qu'on ajoute volontairement des engrais? C'est parce que ça favorise la croissance des plantes. L'azote, c'est un élément essentiel à la croissance des plantes. Le problème, c'est qu'on a tendance à en mettre trop. Et du coup, ce qui n'est pas mangé par les plantes se retrouve dans l'eau, donc dans l'eau de surface, dans l'eau souterraine, et puis arrive finalement à l'océan. Et là, les algues vertes, c'est exactement comme les plantes, elles adorent ça. Et donc, elles se développent à fond parce qu'il y a plein d'azote. Donc, l'origine de l'azote. Et voilà. Et une chose, pour faire le lien avec ce qu'on voit tout à l'heure, donc vous voyez engrais organiques ici, donc c'est les apports d'azote dans le temps. Par les engrais organiques, donc le lisier, par les engrais chimiques, minéraux. Et puis là, vous avez cette courbe en rouge qui représente les concentrations en nitrate dans la Vilaine. C'est la rivière qui coule à Rennes. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a un décalage entre le moment où on commence à mettre des engrais et puis le moment où on commence à voir les concentrations en nitrate dans la Vilaine qui augmentent. Voilà. Oui. Alors, en réalité, on a vu les concentrations augmenter un peu, mais voilà, en gros, on a quand même un décalage dans le temps. Et ben, ce décalage, ça vous rappelle, je pense, un peu les âges qu'on voyait tout à l'heure. En fait, c'est ça. Donc, quand on met des engrais, alors on en a une partie qui va rapidement à la rivière. C'est ce que je vous disais, on a finalement un mélange d'eau, donc il y a toujours de l'eau très jeune qui arrive à la rivière, mais on a aussi toute cette eau ancienne qui se déversent petit à petit et qui finalement, ces boucles-là, qui induisent un délai entre le moment où on épand les engrais sur les champs et le moment où on voit les concentrations, le résultat en termes de concentration en nitrate dans les cours d'eau et donc à la mer. Donc voilà un petit peu l'intérêt d'étudier, pour moi, dans ce que je fais, d'étudier cette histoire d'âge de l'eau. C'est de pouvoir estimer ce délai, de pouvoir quand même dire, en fait, il y a un délai, mais il y a aussi un effet à plus court terme des engrais. Donc on doit pouvoir voir les effets à court terme, mais il y a tous ces histoires d'effets à long terme. Alors, cela dit, si vous regardez ici, c'est les âges que je vous ai présentés tout à l'heure, dans les puits, dans le bassin versant au nord de la Bretagne. Et ici, vous avez les concentrations en nitrate.
c'est le même bassin versant. Donc on peut considérer que partout on a eu les mêmes apports d'engrais. D'accord, les différences ne viennent pas de la différence d'apport d'engrais. C'est un petit bassin versant de 35 km², c'est 3 petites communes rurales, c'est très similaire. Mais vous voyez qu'on n'arrive pas à corréler comme ça les concentrations en nitrate et les âges. Hein, si je vous demande de trouver... Enfin, moi, en tout cas, je ne peux pas faire, quoi. Et puis, on a ces concentrations à zéro, là, dans certains puits. Donc, c'est assez étonnant. Parce qu'on sait que c'est des périodes où, il y a 44 ans, on mettait des engrais. Oui. Et donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, finalement. Ça vient du fait que, pendant que l'eau circule dans la roche, c'est un peu nul, là, mon dessin, mais, mais les nitrates peuvent être, en effet, mangés, consommés par des bactéries qui, en fait, de la même manière qu'on consomme de l'oxygène, eh ben, ces bactéries-là, elles consomment des nitrates. C'est vraiment l'équivalent, elles respirent avec des nitrates, en fait. Et cette respiration de nitrates, qui s'appelle la dénitrification, elle nous rend bien service, parce qu'elle permet d'épurer naturellement l'eau. Alors, qu'on soit bien clair, ce n'est pas des bactéries qu'on injecte dans la roche. On n'est pas des apprentis sorciers, quoi. Donc c'est pas des bactéries qu'on injecte dans la roche pour dégrader les nitrates qu'on a mis. C'est des bactéries qui sont là et qui se nourrissent de nitrates. Donc tant mieux pour nous. Et donc c'est en ça que consiste en partie mon travail, mais c'est des questions très ouvertes, hein, mais c'est de comprendre dans quelles conditions ces réactions de dénitrification se produisent, dans quelles conditions les bactéries vont être actives et dégrader les nitrates. Est-ce qu'il y a des lieux favoris, des moments en particulier, hein, on a deux grands types de dégradation des nitrates, de dénitrification qui peuvent se produire. Il y en a qui peuvent se produire dans le sol, oui, et puis d'autres qui se produisent plutôt dans la roche un peu plus profondément, dans l'aquifère profond. Une des choses critiques, c'est que c'est beaucoup plus efficace de respirer avec de l'oxygène qu'avec des nitrates. Je ne dirais pas que c'est pour ça qu'on le fait, hein, mais en tout cas, il se trouve que c'est quand même plus efficace. Donc, c'est pour ça que la circulation dans l'aquifère assez profond est intéressante pour nous, parce qu'au bout d'un moment, l'eau n'a plus d'oxygène. L'oxygène a été consommé par des bactéries qui, comme nous, elles, respirent avec de l'oxygène. Donc on se retrouve avec des eaux profondes qui n'ont plus d'oxygène, et c'est à ce moment-là, principalement, hein, qu'on a des bactéries qui, elles, viennent utiliser les nitrates à la place de l'oxygène et qui se mettent à travailler. Donc voilà un peu à quoi ça sert de dater l'eau, de regarder les concentrations en nitrates, etc. C'est de voir quelle probabilité on a qu'il y ait de la dénitrification. Et donc, dans l'idée, hein, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire des projections des concentrations futures en nitrates dans les cours d'eau en fonction des scénarios d'agriculture qu'on choisit. Et évidemment, ça c'est très dépendant du type de roche et de l'utilisation du sol, aussi de la topographie qui contraint beaucoup l'écoulement de l'eau. Donc voilà, c'est des choses comme ça sur quoi on travaille. Quoi qu'il en soit, hein, ce qu'on voit, juste pour vous dire globalement, c'est que si on met en place des mesures efficaces et un peu radicales, normalement, on voit leur effet, on voit une partie de l'effet assez rapidement, et puis une autre partie plus tard. Voilà, c'est un peu ça qu'on voit. Ça, c'est juste pour ouvrir un peu, pour élargir. Je vous ai dit hein, tout à l'heure, c'est pas parce que Bonifacio et la Bretagne envoient les mêmes âges que c'est toujours ça. En effet, pas du tout. Ici, vous avez des âges dans un aquifère, dans le Sahara, dans une nappe phréatique. Et là, vous voyez, alors, vous vous doutez bien, un complètement autre traceur. Là, c'est plus des CFC. Ça ne nous dirait strictement rien, parce que les CFC sont là depuis même pas 100 ans. Donc là, on utilise des isotopes radioactifs. Donc c'est des éléments, alors c'est la radioactivité naturelle, hein, c'est des éléments radioactifs qui vont se dégrader petit à petit au cours du temps. Et donc on voit combien il y en a qui se sont dégradés depuis que l'eau, c'est toujours la même histoire quand même, depuis que l'eau n'est plus en contact avec l'atmosphère. C'est le principe du carbone 14.
Oui, vous avez peut-être entendu les datations au carbone 14. Alors là, c'est d'autres isotopes parce que le carbone 14, pareil, il permet de remonter jusqu'à 35 000 ans, à peu près 50 000 grand max. Et là, on est encore plus vieux. Mais vous voyez qu'on a des eaux extrêmement vieilles, hein, qui ont jusqu'à 1 million d'années. Et c'est pas non plus un cas isolé, hein. On a ça en Australie aussi, des eaux à certains endroits très très vieilles. Et ce que vous voyez, c'est une zone qui est très aride. Donc ça c'est typique, hein. On a peu de recharge de la nappe, même plus du tout en fait. Et du coup, ce qui reste, c'est vraiment des eaux très très vieilles. Ouais. C'est plus. C'est ce que je me demande. T'as une idée, Camille? Ouais, je dirais. Donc c'est pas, en fait, c'est pas, pour moi, c'est pas ça qui fait la différence avec ce qu'on avait tout à l'heure. C'est vraiment l'aridité de la région. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Je peux plus vous dire si c'est 100, 300, mais globalement, c'est pas des profondeurs extrêmes. C'est pas ça le truc. C'est vraiment une région aride. Et voilà, pour généraliser un petit peu, bah justement, là on arrive quand même aux profondeurs. Alors vous allez me dire, mais non, si en fait c'est la profondeur. Mais il faut voir que c'est globalement sur le monde entier, d'accord. Alors c'est quand même biaisé, il y a vraiment plein de puits, je crois 600 puits qui ont été pris. Évidemment c'est biaisé, il y a plus de puits en Europe et aux États-Unis. Juste parce qu'il y a plus d'études et plus de données dans les pays occidentaux. Pardon, c'est peut-être pas clair. C'est une étude qui a repris des données du monde entier. Et simplement, ce qu'il faut avoir en tête, mais ça c'est vrai avec un peu tout, hein, c'est que quand on dit du monde entier, eh ben, malheureusement, on a tendance à avoir, enfin voilà, c'est comme ça, à avoir beaucoup plus étudié les pays riches globalement. Parce qu'on a plus de moyens pour la recherche et donc on a fait plus de puits, on a accumulé plus de données. Donc c'est juste, je vous dis ça juste comme ça, voilà, c'est le monde entier, mais les auteurs disent bien qu'il y a un certain biais puisqu'il y a plus de données en Europe et en Amérique du Nord. Et donc là, alors c'est assez binaire hein, comme façon de représenter les choses, mais en gros, vous avez à gauche le pourcentage d'eau qu'on peut appeler moderne. En l'occurrence, là, c'est de l'eau de moins de 65 ans. Donc, en gros, de l'eau qui a les âges de Bonifacio, la Bretagne. Vous voyez ce genre d'eau-là. Et puis, à droite, vous avez le pourcentage d'eau qu'on appelle fossile. C'est typiquement l'eau que je vous ai montrée dans le Sahara. Pourquoi on dit fossile? Parce que c'est plus de l'eau qui est en train de se recharger actuellement. C'est de l'eau très ancienne. Et là, vous voyez que c'est de l'eau, donc ils ont daté ça de plus de 12 000 ans. C'est avant l'époque actuelle de l'Holocène. Et ce que vous voyez, donc vous avez la profondeur ici en mètres, donc ça va jusqu'à 1 km. Ce n'est pas non plus des profondeurs délirantes. Hein. Et vous voyez que très vite, donc évidemment, juste en surface, dans les premières dizaines de mètres, on a plus d'eau moderne. Mais très vite, on arrive avec très très peu d'eau moderne et puis beaucoup d'eau fossile. Hein. Et vous voyez que déjà près de la surface, on a à certains endroits de l'eau fossile, donc de l'eau qui a plus de 12 000 ans. Donc c'est juste pour remettre ça en perspective. Évidemment, nous, on travaille plus avec l'eau qui est très connectée à la surface, qui est très connectée à ce qui se passe quand il pleut, qui réagit, qui va se charger en polluants. Je vous ai parlé des nitrates, mais ça peut être des pesticides, ça peut être des polluants d'anciennes carrières. Donc nous, on s'intéresse beaucoup à cette eau qui a moins de 65 ans, parce que c'est celle-là qui va réagir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Mais philosophiquement, pour remettre ça dans son contexte, en fait, il y a énormément d'eau souterraine qui est bien plus âgée que ça. Et qui d'ailleurs, c'est aussi une chance. Hein, ça permet d'avoir une eau déjà à des endroits où aujourd'hui il peut ne plus pleuvoir, ou peu. Et puis, donc c'est une ressource en eau qui est quand même très stable. Et puis de l'eau de très bonne qualité, justement parce que c'est une eau qui ne se recharge pas avec tous les polluants qu'on met aujourd'hui. Et voilà, alors ça c'est juste pour terminer, un peu pour conclure. Donc un grand stock d'eau souterraine sur Terre, qui est une ressource très, très précieuse pour nous, une grosse ressource en eau. Parmi
dans ce stock d'eau souterraine, l'eau moderne, donc, dont on a tendance à parler beaucoup, avec laquelle on interagit en quelque sorte, donc qui va de, voilà, là ils ont mis 25 ans jusqu'à 100 ans, donc on est entre 1 et 3% de l'eau souterraine totale, 1 à 3%, qui est de l'eau, disons, moderne. Et puis vous voyez ce volume d'eau souterraine moderne que vous pouvez mettre en rapport avec le volume d'eau de surface, qui est même encore plus petit. Voilà, donc c'est un peu là-dessus que je veux conclure, sur le fait qu'on a beaucoup d'eau souterraine, que c'est une ressource qui est précieuse et qui peut être très ancienne, enfin qui même pour beaucoup de la ressource est très ancienne, qu'on a aussi une eau souterraine moins ancienne, plus de notre âge, disons, une espèce de moyenne, voilà, et qui peut donc avoir en elle des polluants, des traces de pollution de la génération précédente, de 2 générations passées, et qui est une ressource qu'on utilise beaucoup, évidemment, et qui... Voilà, donc on hérite de cette ressource, et à la fois, on hérite en même temps de ces polluants, évidemment. Voilà à peu près. Je vous remercie. Et